Bonjour à tous, il est polytechnicien, a commencé sa carrière chez Procter & Gamble avant de passer 2 ans chez Bossard Consultant. Il a dirigé pendant 8 ans le groupe d'animation Moonscoop et depuis 2010, il est à la tête de Deezer, le leader français du streaming musical. Bonjour Axel Daucher. Bonjour. Le marché international de l'édition musicale, le MIDEM, s'ouvre demain à Cannes dans une ambiance un peu moins morose que les autres années. On a le sentiment que dans cet écosystème en plein bouleversement, chacun commence à trouver sa place. Oui, je pense que c'est une année... il était déjà moins morose l'année dernière, parce qu'on commençait à avoir un vrai relais de croissance avec les systèmes d'abonnement streaming. Mais cette année, tout le monde a compris que le monde était en train de basculer. Et effectivement, les acteurs prennent leur place. Et je pense en particulier, il commence à y avoir des baisses du téléchargement comme iTunes, par exemple. Et donc ça a été le choc de l'année 2013, mais qui se transforme en un vrai espoir sur 2014 par rapport aux abonnements. Alors pour ceux qui nous regardent et qui ne connaissent pas forcément Deezer, il faut expliquer en quelques mots ce que vous faites. Vous proposez de l'écoute de musique en ligne, soit de façon gratuite, financée par la publicité, soit sous forme d'abonnement. Enfin, le modèle principal, c'est un abonnement. C'est-à-dire que vous payez 10 € par mois et vous avez un accès illimité à toute la musique que vous aimez et surtout partout, sur votre smartphone, sur votre ordinateur, sur votre télé, où que vous soyez, même si vous n'êtes pas connecté. Combien de titres en catalogue aujourd'hui ? On a plus de 30 millions de titres, ce qui fait de nous la plateforme la plus large en termes d'offres. Plus que Spotify, ouais. Qui a combien de titres en catalogue ? Je crois qu'ils ont annoncé 25 millions, quelque chose comme ça. Spotify, c'est votre concurrent numéro 1, qui est suédois. C'est le concurrent mondial numéro 1, mais le vrai concurrent, en fait, il y en a 2, c'est iTunes et YouTube. Oui. En fait, le marché est encore vierge, il est en train de se déployer. Le sujet n'est pas vraiment de se battre face à face à des gens similaires à nous, mais plutôt de collectivement aider à la transformation du marché vers des systèmes d'abonnement. Oui, parce que iTunes et YouTube ont des modèles sensiblement différents du vôtre. YouTube est extrêmement gratuit, donc c'est vraiment le pirate légal le plus actif sur le net aujourd'hui, qui dévalorise beaucoup la musique. Et en ce qui concerne iTunes, c'est l'ancien modèle. C'est un modèle qui coûte très cher à l'utilisateur et qui n'a pas tous les avantages du streaming. Donc c'est vraiment les deux groupes dans lesquels on essaye de convertir les gens pour les convaincre de s'abonner. Comment rémunérez-vous les artistes aujourd'hui ? En fait, c'est très simple, on reverse plus de 70% de tout ce qu'on touche à l'industrie musicale, et on répartit nos reversements en fonction de l'usage réel sur le service. Donc en fonction de la part de marché des labels, des artistes sur le service. Et charge ensuite aux labels de redistribuer aux artistes. Alors ce matin, les Échos publient une enquête sur Deezer. Un artiste qui est Axel Bauer dit que pour toucher l'équivalent d'un SMIC, il faut qu'un titre soit téléchargé 1,5 million de fois. Je crois que c'est le chiffre qu'il évoque. C'est conforme à ce que vous pensez ? On parle d'écoute. En fait, c'est une mesure que je n'aime pas beaucoup parce que quand on vendait des CD, on ne s'occupait pas tellement de savoir combien de fois les gens l'écoutaient derrière. Parfois, ils l'écoutaient 200 fois, parfois, ils l'écoutaient 0 fois. Non, je pense que l'équation économique, il faut la regarder en termes de est-ce qu'on crée de la valeur par rapport aux consommateurs. Il se trouve que si par exemple vous êtes pirate, vous ne contribuez pas à l'industrie musicale. Si vous êtes un iTuner et que vous achetez sur iTunes, votre panier d'achat annuel est à peu près de l'ordre de 40 €. Si vous êtes un abonné, votre contribution à l'industrie est de 120 € par an. Donc il y a vraiment une création de valeur extrêmement forte. Cette valeur, elle est redistribuée, et elle est redistribuée à l'industrie. Je veux dire, ce que gardent les plateformes, c'est très faible, comme je le disais, c'est moins de 30%. Et donc la majeure partie va à l'industrie musicale. Après, le vrai sujet, c'est comment ça se répartit entre les artistes. Et c'est le sujet le plus important de l'année qui vient, c'est si notre service n'est pas capable de faire découvrir les gens, c'est-à-dire de faire découvrir des artistes ou des albums et que les gens n'y vont écouter que s'ils connaissent déjà, ça va concentrer les revenus sur les artistes déjà connus. Et ça ne permettra pas le financement de la création de nouveaux artistes qui vont trouver leur place et de se développer. Donc le sujet majeur sur lequel on travaille, et c'est vraiment une priorité chez Deezer, c'est de réussir à aider la personne à découvrir des nouvelles choses, à la fois pour son bénéfice personnel, de façon à élargir son scope, mais aussi pour créer un écosystème qui soit viable pour des nouveaux artistes. Donc affiner les algorithmes, alors là c'est très technique, mais c'est pour mieux cerner le profil de chaque utilisateur, pour lui proposer un menu à la carte en quelque sorte. C'est très dur de réussir à faire découvrir les gens. Nous on a deux particularités. Premièrement, effectivement, on pense que la notion de découverte est différente suivant le profil des utilisateurs. Si vous êtes un fan de rock, découvrir, c'est vraiment découvrir
un groupe que vous ne connaissez pas. Mais en revanche, si vous êtes un utilisateur plutôt léger, que vous ne connaissez pas très bien la musique, découvrir, c'est de savoir les gros trucs nouveaux qui sont sortis. Mais la deuxième chose, et ça c'est vraiment notre marque de fabrique, c'est qu'on a mis en place un réseau de 50 experts mondiaux qui appartiennent à Deezer, qui sont répartis dans tous les pays du monde. Et en fonction de ce que vous écoutez, on va vous mettre en relation avec l'expert qui vous correspond le mieux. Si vous êtes fan de musique brésilienne, vous en foutez de savoir si la musique brésilienne qui est écoutée à Paris. Mais en revanche, de savoir ce qui se passe à Rio et ce qui est créé à Rio, ça vous intéresse. Et ça, Deezer le permet. Alors, un des enjeux pour Deezer dans les mois qui viennent, c'est de s'exporter hors de France. Vous êtes déjà présent hors de France, mais d'être un leader également en dehors de votre marché domestique. On parle beaucoup de votre arrivée sur le marché américain notamment. C'est pour quand ? Je pense que ça sera l'année 2014. On a vraiment fait un choix dès le départ très important, qui est d'être un acteur global. On n'a pas mis les États-Unis dans le cercle parce que les États-Unis, à ce moment-là, étaient économiquement non viables, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Et puis parce qu'on avait envie d'embrasser la complexité du monde. C'est pour ça qu'on est dès maintenant ouvert dans 182 pays. Maintenant, c'est l'année où il faut compléter la carte. Et les États-Unis, c'est un des enjeux importants. Combien d'utilisateurs dans le monde aujourd'hui ? On est entre 12 et 15 millions par mois et on a 5 millions d'abonnés payants. Alors, aux États-Unis, j'y reviens, mais cette entrée aux États-Unis, elle va se faire de quelle façon ? En solo ou en s'appuyant sur un partenaire industriel ? On a développé un modèle de croissance qui est mixte entre du recrutement direct et des accords avec des partenaires industriels. Donc en France, on est partenaire avec Orange. Et dans 30 pays, on est partenaire avec le ou le second principal opérateur telco local. Oui. C'est un modèle qu'on va dupliquer aux États-Unis. En revanche, pas nécessairement avec un opérateur telco. On a d'autres gammes de partenaires et c'est des discussions qui sont en cours. On a beaucoup parlé de discussions avec le coréen Samsung notamment. Vous confirmez que des discussions sont en cours avec lui ? Les rumeurs n'étaient que des rumeurs, mais pratiquement, en ce qui concerne tous les gros fabricants et tous les gros opérateurs mondiaux, on est en relation commerciale quasi constante avec eux depuis toujours. Donc il y a toujours des discussions sur les deals commerciaux, mais rien du tout de plus important. Parce que imaginons que des discussions aboutissent avec un acteur comme Samsung. Est-ce que ça ne serait pas le résultat de cet accord ? Est-ce que ça ne conduirait pas à vous fermer les portes chez les autres acteurs du secteur immédiatement ? Non, parce que de toute façon, là, en l'occurrence, si on prend le cas de Samsung, Samsung est un vendeur de téléphones, ou de tablettes, mais de téléphones. De toute façon, notre système, il est accessible à travers la totalité des téléphones. Ça va être de l'iPhone à Microsoft, au Windows Phone, etc. Donc, de toute façon, on est accessible partout. On est juste en train de parler de partenariats de distribution qui nous permettent d'avoir un accord particulier avec un tel ou un tel. Mais de toute façon, on continuera à être sur iPhone, et on continuera à être sur les autres téléphones et sur les autres tablettes. Donc, c'est pas renfermant. Merci beaucoup, Axel Daucher. Je vous en prie, à bientôt.